Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aux 14h de Radio J, votre grand moment d'information de l'après-midi. Steve Nadjer au micro, je suis très heureux de vous retrouver. Prenez place, c'est parti pour 30 minutes d'infos et de décryptage. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur le Facebook Live de Radio J. Au sommaire de cette édition, la bataille du coronavirus en Israël. La situation continue de s'aggraver. Les détails à 14h10 avec notre correspondante permanente dans le pays, Pascal Sunshine. La présidentielle américaine également au sommaire avec ce soir le premier débat entre Donald Trump et son adversaire démocrate Joe Biden. Mon invité à 14h15 sera la politologue Nicole Bacharan. On fera le point sur le procès des attentats de janvier 2015, alors que l'identité du terroriste qui a agi vendredi dernier devant les anciens locaux de Charlie Hebdo interroge toujours les enquêteurs. Voilà, vous savez tout ou presque du sommaire de cette édition. On fait le point tout de suite sur les dernières infos. Gabriel Attal, bonjour, et Shana Tova. Bonjour Steve et Shana Tova. Gabriel, Israël dépasse à présent les États-Unis dans le nombre de décès quotidiens du coronavirus par habitant. Le taux de mortalité a été la semaine dernière de 3,5 par million de personnes contre 2,2 aux États-Unis. L'État hébreu devance également les autres pays du monde en termes de nouveaux cas de contamination par jour. Le taux de positivité aux tests de dépistage est de 14% contre 7% par exemple en France. Et 49 morts supplémentaires ont été signalés ces dernières 24 heures en Israël. 1507 décès ont été rapportés au total dans le pays depuis le début de la pandémie. 1121 nouveaux cas de contamination ont été recensés alors que 8105 tests de dépistage ont été effectués le jour de Kippour. L'État hébreu dénombre 65 025 cas actifs, dont 755 patients dans un état grave et 207 sous respirateur. Côté politique, le ministre de la Santé Yuli Edelstein s'est montré pessimiste ce matin quant à une fin avancée du confinement après Soukot. L'ancien président de la Knesset a déclaré qu'il s'attendait à ce que le confinement complet dure au-delà de la date à laquelle il devrait se terminer et que, contrairement à la première vague, les restrictions seront lentement levées. Nous avons tiré les leçons de la première vague de maladie et cette fois la sortie du confinement se fera progressivement et de manière responsable, a indiqué le ministre de la Santé. Il n'y a pas de scénario dans lequel d'ici 10 jours nous lèverions tout en disant tout est terminé, tout va bien. Il est possible qu'il y ait quelques changements pour les uns ou les autres. Néanmoins, les leçons de la première vague en avril ont été tirées. Nous sortirons de cela de manière graduelle et responsable. Les déclarations ce matin du ministre de la Santé israélien, Yuli Edelstein. Benjamin Netanyahu avertit ce matin qu'Israël n'excluait pas une frappe préventive contre l'Iran, Gabriel. Au cours d'une cérémonie aujourd'hui commémorant les soldats tombés au combat lors de la guerre de Kippour en 1973, le Premier ministre israélien a expliqué une frappe préventive est une chose difficile à faire. Je sais que si l'Iran veut se baser dans le nord, nous sommes prêts à les combattre. C'est une leçon directe de la guerre de Kippour. Le chef du gouvernement a ensuite ajouté « Nous ferons tout pour protéger l'État d'Israël. Nous n'excluons pas une frappe préliminaire. C'est le pouvoir qui a apporté la paix avec la Jordanie, l'Égypte, les accords avec les Émirats et Bahreïn. Le pouvoir qui apportera la paix avec d'autres États. Le pouvoir et la persévérance nous permettront de gérer la crise du coronavirus », a expliqué Benjamin Netanyahu. 14h03, on continue à parler diplomatie dans ce journal alors que le Liban a échoué à former un gouvernement ces derniers jours. Emmanuel Macron a fustigé hier soir la trahison de la classe politique libanaise. J'ai honte pour les dirigeants libanais, a lancé le président français après le renoncement du Premier ministre désigné Moustapha Hadib, incapable de former un gouvernement en raison de quelques querelle politicienne. Le Liban se retrouve empêtré dans une crise politique à présent. La formation du gouvernement a été entravée par les revendications du parti Hezbollah, un allié de l'Iran qui domine la vie politique libanaise, et de son allié Amal qui réclamait le portefeuille des finances. Le Hezbollah ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est, a tensé Emmanuel Macron. Le Hezbollah ne peut en même temps être une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie et un parti respectable au Liban. Il ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Et c'est à lui de démontrer qu'il respecte les Libanais dans leur ensemble. Il a, ces derniers jours, clairement montré le contraire. Je ne peux que regretter que les plus hautes autorités du Liban se contentent de constater l'échec en ces temps de responsabilité historique.
les déclarations très fortes du président de la République, Emmanuel Macron, Gabriel. Et aujourd'hui, le groupe terroriste libanais a rejeté ces critiques du président français. Le Hezbollah s'est dit prêt à rester engagé dans la lutte contre Israël. L'actualité en France maintenant, 4 jours après l'attaque près des locaux de Charlie Hebdo, les enquêteurs s'interrogent toujours sur l'identité réelle de l'assaillant. Lui se présente comme Hassan Ali, âgé de 18 ans et né au Pakistan. Mais en analysant son téléphone portable, les policiers de la brigade criminelle et de la direction générale de la sécurité intérieure ont mis la main sur une photo d'une pièce d'identité. Selon ce document, Hassan Ali s'appellerait en réalité Zahir Hassan Mehmoud et aurait 25 ans. C'est sous cette identité que s'est présenté cet homme dans une vidéo de revendication enregistrée avant l'attaque et authentifiée par les enquêteurs. Selon une source proche du dossier, l'attaque avait fait 2 blessés graves, on le rappelle, vendredi matin dans le 11e arrondissement de la capitale. Dans cette affaire, 6 personnes sont toujours en garde à vue et même si le terroriste a affirmé avoir agi seul, les policiers n'excluent pas d'éventuelles complicités. Côté justice, 20e jour du procès des attentats de janvier 2015. On retrouve en direct Michel Zarbib depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel et Shana Tova. Bonjour Steve, bonjour à tous, Shana Tova bien sûr. Michel, plusieurs avocats des parties civiles étaient absentes hier en raison de la fête de Yom Kippour et certains d'entre eux sont revenus sur les propos tenus hier en leur absence par leur confrère Maître Coutempère. Absolument, Maître Coutempère, c'est une avocate et c'est pas n'importe qui, c'est l'épouse de Carlos, condamné à la perpétuité pour des actes de terrorisme. C'est une avocate militante et on pourrait le dire comme ça, elle n'a pas vraiment souhaité un bon Kippour à ses collègues, à ses confrères qui n'étaient pas là hier à l'audience pour fait de fêtes religieuses de Kippour. Et du coup, ça a provoqué une onde de colère du côté des avocats, et pas seulement d'ailleurs des avocats juifs. Beaucoup ont été choqués par cette forme de stigmatisation en quelque sorte de la communauté juive, puisqu'elle demandait rien moins que les avocats qui étaient absents hier se fassent dépister pour le Covid, de voir s'ils n'ont pas été justement contaminés durant la fête. Eh bien, ça s'est réglé avec une audience notamment d'un des avocats de la partie civile qui a rencontré le président du tribunal, lequel lui a donné la parole et lui a permis de faire cette mise au point. Il n'y aura pas de droit de réponse pour Maître Coutempère. Outre cette polémique regrettable, Michel, c'est la téléphonie des accusés en rapport avec les auteurs des attentats de janvier 2015 qui est examinée aujourd'hui. Oui, on rentre vraiment dans le vif du sujet, il faut bien savoir, parce qu'il y a quand même 10 accusés sur le banc justement du tribunal. Ce sont 10 personnes qui sont en relation avec notamment Koulibaly et Kouachi, mais ce matin, c'était l'étude de ces fadettes, fameuses téléphones avec des experts de très haut niveau de la police française qui ont pu révéler les milliers de messages échangés entre notamment l'un des accusés Ramdani et Koulibaly. Et fait marquant, c'est que ces messages, toutes ces conversations se sont volatilisées le 7 janvier, le moment des premiers attentats, celui de Kouachi et les interventions de Koulibaly, ce qui fait que on rentre dans le vif du sujet. Il va y avoir encore l'étude de ces téléphones qui vont établir les relations entre ces hommes qui se présentent pour l'instant comme de petits braqueurs ou d'escrocs, mais qui en fait sont liés depuis longtemps, notamment depuis la prison, où ils ont pu cohabiter avec Koulibaly, qui était devenu un peu leur mentor, et c'est ça que la Cour va étudier encore cet après-midi. Michel Zarbib depuis le tribunal de Paris pour le procès des attentats de janvier 2015. Merci Michel. Merci, à bientôt. On évoque maintenant une autre enquête. Le suspect de l'attentat de la rue des Rosiers fait appel contre son extradition de la Norvège vers la France, Gabriel. Walid Abdulrahman Abou Zayed est recherché par la justice française qui le soupçonne d'être un des auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers ayant eu lieu le 9 août 1982. Vendredi, le tribunal de première instance d'Oslo avait jugé les conditions légales réunies pour son extradition vers la France. Et puis c'est l'actualité politico-sociale de la matinée. Jean Castex a reçu ce matin à Matignon les représentants de la restauration. Le Premier ministre veut répondre à leur colère suite à la décision de fermer leur établissement après 22 heures dans 11 grandes villes du pays. Ce rendez-vous fait suite à une demande en urgence de l'autorité des marchés financiers la semaine dernière, alors que l'association déplorait avoir été mise devant le fait accompli des nouvelles restrictions sanitaires et dénonçait un manque de concertation. Les restaurateurs sont particulièrement
colère et appelle à la contestation. Le chef étoilé Philippe Etchebest a demandé à ses collègues, par exemple touchés par ces restrictions, de manifester contre ces mesures en se rassemblant devant leurs établissements avec un brassard noir autour du bras. Une action vendredi midi, et le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé une aide aux restaurateurs. Le chômage partiel est maintenu à 100% jusqu'au 31 décembre. Et on écoute le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Nous allons porter le montant du fonds de solidarité de 1 500 € jusqu'à 10 000 €. Cette somme sera accessible dans le courant du mois d'octobre. Nous allons y travailler avec la Direction générale des finances publiques de façon à ce que tous les hôtels, tous les cafés, tous les restaurateurs qui ont perdu du chiffre d'affaires puissent avoir jusqu'à 10 000 € d'indemnisation au lieu des 1 500 € qui avaient été prévus. Les restaurateurs, justement, nous leur donnons la parole cet après-midi sur Radio J. Samy Zetoun, bonjour. Samy Zetoun, bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Très bien, parfaitement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le propriétaire du restaurant cachère Il Sediti à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. On imagine qu'à cette heure-là, c'est encore un peu le rush en salle. Est-ce que vous êtes inquiet de nouvelles restrictions éventuelles que pourrait décider le gouvernement concernant les restaurants ? Autrement dit, pensez-vous qu'après Marseille, notamment, les établissements dans la capitale vont bientôt devoir réduire leur horaire d'activité ? Bah écoutez, moi je suis quelqu'un de très optimiste, mais là, rebelote, c'est le pessimisme qui prend le dessus. Nous avons très peur bien sûr, parce que d'une part, on a senti déjà depuis une semaine, on a pu profiter des terrasses grâce aux différentes municipalités. Donc le monde est venu parce qu'on a profité de la météo. Là, depuis une semaine, il fait mauvais, donc naturellement, ça se passe tout en intérieur. Je prends mon exemple, j'ai 46 places qui sont devenues avec les lois du Covid. Les lois sanitaires qui deviennent de 46, on passe à entre 28 et 32 suivant les configurations des tables. Et les gens ils parlent que de ça. Et nous, nous sommes angoissés. Quand j'entends les aides de l'État, oui, ça nous a aidé un petit peu, il faut le dire, faut reconnaître. Mais là, on voit la catastrophe. Mais ça ne serait pas suffisant en cas de nouvelles mesures restrictives. Samy Zetoun, comment est-ce que vous avez géré la première vague au printemps ? Est-ce que vous aviez adapté à l'époque votre fonctionnement ? Ah bah écoutez, nous avec mon épouse, quand le président a pris la parole, monsieur Macron a pris la parole, on était sur le canapé, on était figés. Voilà. Comme je vous dis, je suis quelqu'un de très optimiste. Et au bout de 2 jours, j'espère avoir une bonne idée. On a contacté l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne, l'hôpital Corentin d'Issy-les-Moulineaux, un EHPAD sur Bagnolet et le grand hôpital de Colombes. Et on a fait un partenariat avec eux. On a fait un matraquage de communication via Facebook et Instagram. Toute pizza achetée ou pas achetée à emporter ou en livraison, on offrait l'équivalent aux blouses blanches. Voilà. Donc aux médecins, aux infirmiers, au personnel soignant. Au personnel soignant. Donc, admettons qu'hier, j'ai vendu 42 pizzas. Le lendemain midi, on s'est engagé à livrer 42 pizzas aux blouses blanches, au personnel soignant. Et on a pu livrer en espace de 2 mois 822 pizzas. Bon, et vous pourriez renouveler cette opération dans les prochaines semaines ? Je ne sais pas je sais pas quoi vous dire. Bon, la renouveler, c'est sûr que je le ferai, mais bon, je pense pas que l'engouement n'est pas le même, la perception n'est pas la même. La perception n'est pas la même. Et tout le monde prend plus de recul. Et puis malheureusement, il y a eu tous ces morts, il faut reconnaître. Il y a eu tous ces morts, donc tout le monde a été touché. Tout le monde connaît quelqu'un de près ou de loin, au travail ou de la famille, qui a été touché par cette maladie. Et je le referai, c'est sûr. Je réessayerai de le refaire, mais j'en suis pas sûr que ça marche. Voilà. Merci Samy Zetoun. Quand on offre une pizza, qu'on achète une pizza, on offre une pizza. Sincèrement, c'est pour payer les frais, ça va pas plus loin, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Merci Samy Zetoun de ce témoignage. On vous souhaite beaucoup de courage pour les prochaines semaines et les prochains mois. Je rappelle que vous êtes le propriétaire du restaurant cachère Il Sediti à Boulogne-Billancourt. Bon après-midi. Merci de m'avoir donné la parole. Je vous en prie. Aux États-Unis, Gabriel, premier débat présidentiel ce soir entre Donald Trump et Joe Biden à Cleveland, dans l'Ohio. Le président américain et le candidat démocrate s'affronteront pendant 1h30 sous les yeux de millions de téléspectateurs américains. Ce sera à 21h heure locale et à 3h du matin en France. Les deux hommes politiques devraient aborder plusieurs sujets brûlants, dont la crise du coronavirus et les violences policières. Les deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami en Floride et à Nashville dans le Tennessee. Et ce débat, on y reviendra dans
quelques instants en compagnie de notre grand invité de l'après-midi, la politologue Nicole Bacharan, aux alentours de 14h19, 14h20. On termine, Gabriel, avec du football. Dia Sabia est devenu le premier joueur israélien à être engagé dans un championnat du golf. Le milieu de terrain israélien a signé dimanche pour 2 ans avec le club Al Nasr de Dubaï. Le club de la ville émirati n'a pas précisé le montant du transfert, mais des informations de presse ont avancé celui d'environ 2,6 millions d'euros. Jusqu'à présent, l'international évoluait en Chine sous les couleurs de Guangzhou. Merci Gabriel. 14h et presque 15 minutes sur Radio J. On s'envole tout de suite pour Israël pour rejoindre notre correspondante permanente sur place. Bonjour Pascal Zonshine et Shana Tova. Bonjour Steve Nadjar, Shana Tova à vous et à tous les auditeurs. Pascal, les médias israéliens reviennent ce matin, en particulier à la télévision, sur certaines violations du confinement hier soir à la sortie de Kippour en Israël. Par ailleurs, une commission de la Knesset a voté ce matin en faveur d'une future limitation du droit de manifester, notamment, c'est évidemment l'un des enjeux de ce débat près de la résidence de Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Globalement, les Israéliens ont-ils respecté les mesures strictes de limitation de mouvement imposées par le gouvernement ? Globalement, oui. On peut dire que vraiment, dans l'ensemble, la population s'est conformée aux consignes, notamment sur les déplacements pendant la journée de Kippour, le choix de ne pas se rendre dans une synagogue, en tout cas dans un bâtiment fermé, mais de prier à l'extérieur. Il y a évidemment eu des exceptions, comme c'est toujours le cas, des gens qui ont effectivement pris un peu trop à la légère les consignes, qu'il s'agisse de religieux ou de non-religieux d'ailleurs. Les principaux problèmes se sont posés dans certaines communautés et dans certaines yeshivot ultra-orthodoxes où là, on a vu effectivement que les consignes de distance, de barrière, de masque n'avaient pas été respectées et ont donné lieu évidemment à des interventions de la police en termes de verbalisation, mais surtout dont on verra les conséquences malheureusement en termes de malades supplémentaires dans les 2 semaines qui viennent. Pascal, je le disais tout à l'heure, les chiffres sont clairement mauvais dans le pays. Israël a désormais dépassé les États-Unis en matière de contamination rapportée au nombre d'habitants. Après le succès incontestable de la gestion de la première phase, comment l'État hébreu en est-il arrivé là ? Par, je dirais, le syndrome connu dans le pays de la guerre des 6 jours contre la guerre de Kippour. C'est un petit peu schématisé, mais en fait, cette réactivité qui fait partie de l'ADN israélien, effectivement, qui est capable de réagir extrêmement vite à une nouvelle menace, d'essayer de trouver des réponses, mais des réponses à court terme qui donnent des résultats, c'est quelque chose, effectivement, qui est fort dans la culture israélienne. Le problème, c'est sur le long terme. Une fois que la menace est passée, vite, on reprend la routine, on reprend ses habitudes et on veut oublier le danger. Le problème, c'est qu'évidemment, le Covid, lui, a ses propres règles de fonctionnement et que, apparemment, on a été un peu trop hâtif dans le déconfinement, notamment dans les écoles, mais aussi dans le secteur privé, dans tout ce qui touche à la restauration, l'événementiel. Et on voit effectivement, malheureusement, aujourd'hui, le résultat. Il y a aussi une forme, peut-être, d'hubris qui s'est manifestée au printemps, notamment à la tête du pays, en se disant finalement, nous sommes capables de lutter contre la pandémie, nous sommes l'exemple à suivre, alors que finalement, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Mais ça fait partie justement, quand vous parlez du bris, Steve, ça fait justement partie de cette tendance qu'ont un peu trop souvent les Israéliens à croire que parce qu'ils ont résolu rapidement un problème, ou en tout cas une des facettes du problème, ils ont résolu tout le problème. Mais non, il faut s'inscrire dans la durée. Ça, c'est quelque chose qui est encore extrêmement difficile à faire passer, aussi bien d'ailleurs dans le public israélien que dans la classe de ses décideurs. On voit effectivement des revirements, une incertitude, des pressions politiques. On reste dans le terrain qu'on connaît, alors qu'il faut là se projeter clairement dans autre chose, dans quelque chose sur le long terme, pour arriver à sortir le pays de cette crise qui n'en finit pas. Et là, maintenant, il y a effectivement urgence. Pascal, la comparaison historique est toujours bonne à suivre. Vous évoquiez il y a quelques instants la guerre des 6 jours. Évoquons maintenant la guerre du Kippour en 1973, dont on parle beaucoup en Israël ces dernières semaines, ces derniers jours. Certains observateurs comparent
par Benjamin Netanyahou à Golda Meir, l'ancienne première ministre d'Israël pendant la guerre d'octobre 73, avait été tenue pour responsable du manque de préparation de l'armée face aux attaques égyptiennes et syriennes. Est-ce que cette comparaison vous semble pertinente ? Mais ça, c'est effectivement l'autre versant. Si on prend d'un côté de la médaille, effectivement, la guerre des 6 jours, l'autre côté, c'est celui de la guerre de 1973, qui est resté un trauma profond dans la société israélienne, à savoir effectivement cette impréparation, cette incurie, cette vision à court terme qui a plongé les Israéliens dans une guerre qui a failli les annihiler. Ça, c'est quelque chose aussi qui est resté très présent, mais apparemment pas suffisamment pour disons, préparer le pays à d'autres crises comme celle que l'on est en train de traverser aujourd'hui et qui, probablement, une fois qu'on l'aura réglée, donnera lieu à des enquêtes et à des examens de conscience sérieux sur les raisons de l'impréparation des institutions et du gouvernement. Merci Pascal Zonchen, qu'on retrouvera demain aux alentours de 14h10 pour un nouveau direct de Jérusalem. Bel après-midi Pascal. Bon après-midi Steve. On va marquer une pause, mais ne bougez pas. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal. On sera en ligne avec la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, à quelques heures du premier débat de la campagne présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. 14h21, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Nicole Bacharan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis. On vous doit notamment un Le Monde selon Trump publié chez Talendier. C'est donc ce soir que s'affronteront Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden pour le premier débat télévisé de la présidentielle américaine. Que faut-il en attendre ? Écoutez, il faut en attendre d'abord un immense public. On pense qu'il y aura peut-être jusqu'à 100 000 personnes qui vont regarder ce débat. Et j'ai envie de dire, ce sera une des très rares fois dans les dernières années, disons, que les Américains des deux bords vont assister au même événement. 100 millions, Nicole Bacharan. On dit jusqu'à 100 millions, oui. Et vont se faire leur opinion sur le même moment vécu. Je dis cela parce que on est dans un monde à la fois de désinformation, mais également d'informations folles, complètement cloisonnées, où personne n'entend ce que pense l'autre camp. Là, au moins, ils vont voir la même chose. Et puis, évidemment, on est quand même très curieux, finalement, de voir ces deux hommes face à face, dont l'un sera le président des États-Unis dans une période extrêmement troublée, comme vous le savez. Nicole Bacharan, Donald Trump ne cesse de présenter son adversaire Joe Biden comme sénile, peut-être même dopé, et en tout cas incapable d'occuper la Maison-Blanche. Est-ce que cette rhétorique est efficace ? Écoutez, on le verra ce soir. Si, comme c'est quand même tout à fait probable, Joe Biden a l'air parfaitement capable de maîtriser sa parole et son sa tenue, ses mouvements et ses raisonnements. Rappelons que c'est l'ancien vice-président des États-Unis quand même. Exactement. Cette tactique ne fonctionnera pas très bien. Ce que l'on sait, moi je le connais depuis longtemps, Joe Biden, c'est un homme qui d'abord a été bègue quand il était enfant et qui a beaucoup travaillé pour maîtriser cette fragilité. Et quelquefois, quand il s'embarque dans des longs raisonnements, il a tendance à être compliqué et on peut sentir dans son élocution qu'il y a quelque chose d'un petit peu laborieux à cause de cela. Mais bon, voilà, c'est son seul défaut. Son deuxième possible défaut, c'est que si on attaque sa famille, et apparemment c'est ce que Donald Trump prévoit de faire, il peut carrément sortir de ses gonds. Donc il paraît qu'il s'est beaucoup entraîné avec un conseiller qui jouait le rôle de Trump pour rester calme quoi qu'il arrive. Et il faut rappeler que Joe Biden a perdu son épouse, puis il y a quelques années son fils. Nicole Bacharan, le New York Times a révélé avant-hier que Donald Trump avait mis au point un système d'optimisation fiscale. Le président américain n'a ainsi payé que $750 d'impôts fédéraux en 2016. Est-ce que ces informations peuvent l'affaiblir en cette période de crise sanitaire mais aussi économique ? Oui, forcément. Mais ça ne peut l'affaiblir qu'auprès des indécis.
le socle de soutien de Donald Trump, qui est autour de 41%, ne tiendra aucun compte de ces révélations. Ils font confiance à Donald Trump, ils l'aiment comme il est, et ils ne lisent pas le New York Times. Et une fois que Donald Trump a dit que c'était des fake news, pour eux, ça s'arrête là. Les indécis qui se demandent si, au fond, quand même, Donald Trump ne serait pas le mieux placé pour relancer l'économie, et qui voit un homme dont on peut dire au minimum qu'il manipule toutes les ressources des systèmes fiscaux, et on peut même aller plus loin, disons, dans la critique, et qui ne paye pas d'impôts alors que les Américains en payent. Et ils en paient même beaucoup. Et puis le fait aussi que Donald Trump n'apparaisse pas à travers ses rapports comme un homme d'affaires hors pair, ses affaires sont en franchement très mauvais état, ça ne l'aide pas, évidemment. Merci beaucoup Nicole Bacharan. Je rappelle le titre d'un de vos derniers ouvrages, Le Monde selon Trump, paru aux éditions Talendier. Bel après-midi et à bientôt sur Radio J. Merci, à bientôt. 14h26, Israël Business comme tous les mardis. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Gros plan aujourd'hui. D'abord, Shana Tova, Eric. Je vous le souhaite du fond du cœur. Gros plan aujourd'hui sur une start-up israélienne, Melio, qui a levé plus de 140 millions d'euros depuis sa création. C'était en 2019. Oui, Shana Tova, mon cher Steve également. Alors oui, on va parler de bonnes nouvelles aujourd'hui parce qu'il y en a marre quand même de tout ce qui concerne le Covid-19. Vous avez bien raison. Alors Israël reste bien sûr plus que jamais la Startup Nation, contrairement à ce qu'on peut lire de temps en temps, celle où les startups peuvent se développer à vitesse grand V. Melio, basé à Tel Aviv, a su séduire des fonds comme American Express Venture, General Catalyst ou encore Accel. Son business, gérer les paiements des petites entreprises en mettant en place une application de paiement qui permet ainsi de transférer ces mêmes paiements plus rapidement tout en fournissant des données sur les flux de trésorerie. Alors c'est une vraie révolution et puis c'est un gigantesque marché dans la mesure où par exemple dans le monde des petites entreprises, près de la moitié des paiements sont encore effectués au moyen de chèques. Vous voyez donc il y a un boulevard pour cette entreprise. Depuis son lancement en mai dernier, la société a vu son volume de paiement atteindre plusieurs milliards de dollars. Alors ce n'est pas bien sûr son chiffre d'affaires, mais c'est le volume de paiement grâce à cette application. Et puis le patron de la start-up est un homme qui s'appelle Matan Bar, c'est un Israélien qui dirigeait jusqu'à la création de Melio, la division paiement de PayPal. Donc il connaît quand même très très bien tout ce qui concerne les paiements. Et donc retenez bien ce nom, Melio. À mon avis, il y aura soit un rachat à un moment ou à un autre par un gros fonds américain, soit une introduction en bourse. Vous verrez, on va la suivre comme on suit d'ailleurs toutes les sociétés dont on parle avec vous. Alors justement Eric, vous parliez de rachat éventuel par une société américaine. C'est reparti pour les acquisitions de sociétés israéliennes par de grands groupes américains. Oui, alors l'acquéreur se nomme Checkpoint Software, c'est une société israélienne fondée en 1993, elle est basée à Ramat Gan et elle est considérée comme l'un des leaders mondiaux de ce que l'on appelle maintenant la cybersécurité. C'est d'ailleurs l'entreprise israélienne la plus valorisée au monde avec une capitalisation boursière de plus de 17 milliards de dollars. Elle vient de jeter son dévolu sur Odo Security, qui est un spécialiste du cloud ou encore ce que l'on appelle l'informatique dans les nuages, société basée à Tel Aviv. Alors il n'y a pas de chiffre précis pour cette acquisition, comme souvent dans le monde feutré du private equity. Vous savez que quand on est dans le monde du non-coté, on n'est pas obligé quand même de donner les chiffres. Mais alors j'ai eu quelques amis en Israël, notamment avant Kippour, et les rumeurs de marché que j'ai pu avoir, ça serait une valorisation entre 30 et 40 millions de dollars. Pas mal pour une société qui a été créée simplement en 2017 et qui n'a levé que 5 millions de dollars. Donc là encore, une très belle success story. Le problème, c'est que l'acquéreur est un très gros groupe américain, israélien bien évidemment, Checkpoint Software. Eric, en quelques secondes, on a démarré avec une bonne nouvelle. On termine avec une autre bonne nouvelle sur le front de l'emploi. La semaine dernière, vous nous annonciez que Waze avait licencié 5% de ses effectifs dans le monde. Cette semaine, cap sur Amazon qui embauche en Israël. Oui, on finit par une très bonne nouvelle. Amazon Web Services, vous savez, c'est la division spécialisée dans les services de cloud computing à la demande pour les entreprises et les particuliers, qui est la division évidemment beaucoup plus rentable que le e-commerce. Mais ça, on ne le sait pas. Hein. Dans le web, on a 30% de rentabilité, alors que dans le e-commerce, on a entre 1 et 2%. Embauche de 150 personnes en Israël. Présent en Israël depuis 2014, le géant américain va donc augmenter le nombre de ses salariés, passant de 1150 à 1300 personnes. Amazon a fait quelques emplettes en Israël ces dernières années, citant par exemple 300
450 millions de dollars pour la plateforme dédiée aux semi-conducteurs Annapurna Labs, ou encore 250 millions de dollars dépensés pour l'un des spécialistes du cloud en Israël qui s'appelle Cloud Indur. Bon, je jongle avec les millions de dollars, mais il faut savoir qu'Amazon en bourse, c'est 1590 milliards de dollars avec un prix de l'action qui dépasse les 3000 $. Et pour vous donner une comparaison, la valorisation du géant américain du e-commerce dépasse maintenant la capitalisation de l'ensemble des valeurs du CAC 40 à Paris. Et ce n'est sans doute pas fini tant le groupe a fait le ménage, notamment face à ses concurrents dans le e-commerce. J'en ai terminé. Merci beaucoup. À très très bientôt. Eric Lewin, à mardi prochain. Voilà, c'est la fin de ce 14h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Hélène Schumann, que je salue. Shana Tova-Hélène. Salut Steve, salut Gabriel. On a tous nos masques, ça va ? Ça va bien, on arrive à parler. Ça va, Raphaël ? Et Raphaël est en technique, et j'espère que nos auditeurs nous entendent correctement. Merci de votre fidélité. À demain, 14h pour une nouvelle édition. À demain, donc, portez-vous bien.